Il y a des périodes comme ça, je me sens vide et en même temps pleine de questions. Il y a des périodes comme ça, où j'ai l'impression de me perdre en moi-même. Je ne sais plus vraiment qui je suis, ce que je veux, quelle étoile dans le ciel je souhaite suivre. Alors, il y a une tempête kaléidoscopique, un maelstrom de questionnements qui viennent embrumer le néant qui habite ma carcasse de pauvre mortel. Ce soir, c'est un très joli soir. Il ne fait pas encore tout à fait nuit, c'est encore le crépuscule qui teinte le ciel d'un bleu profond. Le soleil n'est plus, mais son souvenir teinte l'horizon, comme un néon de restaurant asiatique. Je suis dehors, et je saute dans les taches de lumière des belvédères qui s'allument un par un, comme pour me montrer le chemin de nulle part. J'ai quitté l'appartement, comme j'aime le faire parfois. Dans la ville, je suis un tigre libre, une inconnue sauvage parmi d'autres animaux, la plupart dociles. Dans la ville, je me sens reine de la jungle. Dans la ville, je suis la protagoniste principale de cette pièce de théâtre qui se nomme existence. Ne vous êtes-vous jamais senti à côté du monde ? N'avez-vous jamais eu la sensation de tout comprendre et que le décorum n'était peuplé que de pantins dirigés par une tierce main occulte ? J'ai coupé les cordes qui bridaient mes poignets et mes chevilles. J'ai dénoué les fils autour de mon cœur. Je suis devenue Pinocchio, une marionnette autonome, un automate sachant dire autre chose que des mots soufflés à ses mécanismes. Je saute dans les taches de lumière des belvédères sous le regard des autres acteurs qui n'osent pas déroger à leur texte. J'écoute les chants de l'univers fort dans mes oreilles, les remarquant à peine du coin de l'œil. Je surprends des lèvres rieuses, des yeux étonnés, mais ça ne m'empêche pas de traverser les ténèbres grandissantes en sautant d'une étoile à une autre. Les étoiles se font plus rares à mesure que je me perds dans des ruelles plus sombres et que Nyx drape les cieux d'une soie noire constellée de cristal. Arrivant place des Jacobins, je fais une pause dans ma course pour profiter des conseils aqueux des sirènes de la fontaine. Mais ce soir, elles sont restées silencieuses. Alors j'ai bifurqué sur la rue Émile Zola, un grand homme, d'après une de mes anciennes enseignantes de français. Un jour, cette dernière avait eu la merveilleuse idée de nous faire découvrir l'auteur avec L'Assommoir. Je n'ai que peu de souvenirs des descriptions naturalistes de l'ouvrage, et je crois qu'elles m'ont suffisamment marqué pour m'inspirer a posteriori. Dans la rue, je prends le temps de lever le nez vers le ciel, prenant le risque de tordre une cheville sur les trottoirs mal entretenus. Ce soir, c'est un très joli soir. Un soir parmi les grands soirs. La nuit est une fête, et alors que l'univers chante toujours dans mes oreilles, je devine des éclats de voix et une fenêtre qui laisse briller des étoiles électriques de toutes les couleurs. J'aime les tableaux de mondanité que les soirs offrent côté rue. Mais je ne m'y attarde pas. Arrivant rue des Archers, je ne fais que peu de pas dans l'ombre avant d'arriver place des Célestins. Des lumières sont braquées sur les façades. On dirait un cirque. Et un peuple bien habillé se presse à l'entrée d'un bâtiment. Il y a du monde, beaucoup de monde. La populace s'entasse devant le théâtre des Célestins, un magnifique bâtiment du XIXe siècle. J'aime la belle bâtisse, celle-ci racontant les récits humains bien mieux que les livres d'histoire. La pierre garde les souvenirs bien mieux que les parchemins. Enfin, d'après moi. À l'origine, c'était l'emplacement d'un monastère, ouvert au XIIIe siècle par un napolitain du nom de Pierre de Mouron, faisant partie de l'ordre des Célestins, d'où le nom de la place. Puis au XVIIIe siècle, le lieu fut fermé, puis fut racheté plus tard par un particulier. Ainsi, sous la Révolution française, l'endroit devint une salle de spectacle qui porta le nom de Théâtre des Variétés. Mais ce titre ne fut pas très populaire et prit celui de Théâtre des Célestins très rapidement, retrouvant son identité initiale. Par la suite, le lieu connut quelques difficultés, devint propriété de la ville de Lyon, fut détruit par un incendie. Suite au drame et à un concours organisé par la ville, la reconstruction fut destinée à l'architecte Gaspard André.
C'est à lui que l'on doit les guirlandes, les lions et surtout les anges de mauvais goût qui ornent les façades. Et malgré une prouesse architecturale, un véritable théâtre à l'italienne comme on en voit rarement, l'édifice connaîtra une nouvelle tragédie à la fin du XIXe siècle, à la suite de quoi l'architecte se permet d'ajouter 5 statues sur la façade principale. Gaspard André, c'est un nom si banal qu'on ne se demande jamais pourquoi à la gauche de l'édifice, une rue porte son nom. Un inconnu glorieux. En me faisant l'histoire du lieu, comme j'aime le faire souvent en croisant les golems de pierre dévorant et recrachant l'humanité chaque jour que la Terre fait un tour sur elle-même, je ne me suis pas rendu compte que je m'étais avancée vers le théâtre, toute proche de la foule mondaine aux parfums mal mesurés. Curieuse de connaître l'engouement de la soirée, je me ferai un chemin vers les affichages. Et ce que j'y découvris est tout à fait étonnant. Une très belle affiche de blanc, de noir et de jaune. Il n'y a pas de titre, pas de nom, juste une curieuse silhouette au centre, au contour indistinct. Et le fond a une texture étrange qui semble mouvante. Et puis une date et une heure, accompagnée d'une note, représentation unique. Ceci explique les passions de tous ces gens. Regardant le ciel une nouvelle fois, une étoile scintille plus fort que les autres dans le ciel d'automne. Une étoile que je ne connaissais pas. Un signe ? Peut-être bien. J'étais partie sans but, me laissant porter par la route que me traçaient des belvédères, et me voilà ici, par hasard. Je n'ai jamais été voir une représentation de théâtre dans un lieu aussi prestigieux. C'est l'occasion. Je ne réfléchis pas plus, et me voici l'heureuse détentrice d'un billet sans lendemain. Les visiteurs semblent avoir prévu leur venue, ce qui n'est pas mon cas. Ils sont tous engoncés dans leurs beaux vêtements, comme s'ils se rendaient à la cour d'un roi d'une contrée prestigieuse d'un autre temps. Les hommes portent des 3 pièces plus ou moins sobres, et les femmes portent diverses couleurs et soies, pas toujours de bon goût. Mais qui suis-je après tout pour juger, moi qui suis venue dans une tenue quotidienne faite exclusivement de noir et de coton. Je fais tache au milieu de ces belles matières, avec mon slim et ma veste déformée. Je crois que pour une fois, et une rare fois d'ailleurs, je ne me sens pas très à l'aise sous les yeux de ces hommes et de ces femmes qui me toisent de haut en bas. Je ne crois pas avoir vu la mention d'un code vestimentaire sur l'affiche aussi sobre qu'énigmatique. Après tout, n'allons-nous pas à l'église dans un habit sobre pour ne pas faire défaut à l'œil de Dieu ? Je suis les chuchotements élégants, et me voilà émerveillée par ce que mes yeux voient. Pour la toute première fois, je découvre l'intérieur du Théâtre des Célestins, un bijou architectural, et je ne peux réprimer mon admiration pour l'ouvrage et le soin apporté à la conservation de ce lieu emblématique de la ville de Lyon. La salle de spectacle est richement décorée d'or et de rouge, des couleurs qui d'ordinaire ne me sient guère, préférant la froideur de l'argent et les teintes de bleu et de vert. Mais je sais que cette dernière couleur est à proscrire dans un lieu de représentation, portant soi-disant en elle le fardeau d'une terrible malédiction. Cherchant nonchalamment ma place, mais voulant profiter de ce premier spectacle s'offrant à ma vue, je me fiche de gêner le passage alors que je regarde en direction du plafond, totalement dédié à Aristophane, père de la comédie, mais également à la déesse Athéna. J'entends des soupirs et des agacements, mais je n'en fais pas état, bien trop époustouflée par cette toile que personne ne semble remarquer. Ce phénomène me fait penser à la salle de la Joconde, au Louvre. Tout le monde s'extasie face à l'œuvre de Léonard de Vinci, mais ils en oublient une pièce majeure de la peinture italienne, juste en face de cette femme au regard triste. Les Noces de Cana, de Véronèse. Toile monumentale, mais visiblement, plus c'est gros, moins cela se voit. Un peu comme le nez au milieu du visage, définissant en grande partie l'harmonie d'un faciès, ainsi que son identité. Alors que je sens quelqu'un me pousser, puis une autre personne me rentrer délibérément dedans, je décroche les yeux du ciel pour enfin m'installer. Je ne suis pas à une place de choix, mais je vois suffisamment la scène pour que ça ne soit pas frustrant. J'aurai certainement mal au cou à la fin de la représentation.
Je souris à l'idée de savoir que la scène est construite sur l'emplacement même de l'ancien chœur de l'église des Célestins, un lieu de symbole. Les chuchotements s'épuisent, plus personne ne bouge, sauf moi qui regarde tout autour et qui dévisage les riches oiseaux, des pigeons de luxe, perchés au balcon de la salle. Les lumières brillantes comme de grosses étoiles se meurent tout doucement, plongeant la salle dans le noir total. On ne distingue rien de plus que les tissus qui se froissent, cherchant une position confortable. Il fait si noir que j'ai même l'impression que c'est un défaut technique, me disant qu'à tout moment le fantôme de l'opéra viendrait hanter les couloirs entre les sièges et faire une farce à toutes ces personnes trop sérieuses. Puis un bruit de projecteur. La lumière est si forte que des étoiles sont venues consteller mon regard l'espace d'un instant. Doucement, elles se tamisent sur les lourds rideaux rouges qui découvrent avec pudeur la scène. Nous y découvrons un vide abyssal, sans limite, sans frontières, sans fin. Du vide noir comme l'espace, comme l'univers. Le plateau est un joli parquet ancien, soigneusement ciré. C'est le genre de bois qui craque en chantant lorsqu'on marche dessus. Un joli chant qui sent la poussière, mais pas trop. Juste assez pour se sentir comme ailleurs, comme dans un souvenir. On peut entendre une planche subtilement craquer, annonçant l'arrivée d'un premier acteur. Côté jardin, sans que l'on sache d'où elle vienne, une lumière suit la procession silencieuse de cet énigmatique personnage. Drapé de noir, une ample et lourde capuche cachant son visage, on ne devine rien de lui. Alors qu'il arrive au centre du théâtre, une voix de femme se fait entendre en coulisses. Pas de masque ? Pas de masque ? La silhouette ne semble pas être déstabilisée par cette voix, et le visage toujours légèrement baissé, elle se tourne vers le public, lentement, dans un mouvement presque angoissant. Il n'y a qu'elle sur scène, et pour seul décor le vide abyssal. Tout en levant ses bras vers les cieux, ses mains gantées de blanc élégamment tournées vers le haut, l'acteur lève son visage pour nous laisser découvrir un masque blême. Un masque d'un blanc parfait, contrastant avec toute la noirceur l'habillant. Dans les orbites du masque, je m'attendais à découvrir des yeux, une iris, un regard qui me transpercerait de part en part, mais je ne vis que du noir. Une obscurité fascinante qui vous dévore. Et je sentis mon cœur battre plus fort dans ma poitrine, au point d'avoir du mal à respirer. Le vide, bien plus que les yeux de l'humanité, m'a coupé le souffle. Et en cet instant, je remarquai m'être mise debout, me trouvant face au masque, seule. Me voilà devant la scène, les bras le long du corps, mes yeux perdus dans ces orbites noires qui semblent regarder au plus profond de mon être. J'ai l'impression que des millions d'insectes bourdonnent dans ma tête, me rongeant le cerveau. J'aimerais bouger, mais je n'arrive à rien faire d'autre que de regarder le masque blême qui plonge en moi. À force de l'observer, sans savoir combien et comment le temps s'écoule, j'ai l'impression de voir la matière blanche comme respirer, se déformant subtilement comme pour former 1000 visages à la fois. Alors que mes yeux deviennent secs à force de garder mes paupières ouvertes, des larmes s'échappent et viennent embrasser mes cernes et les contours de mon nez. Je ne saurais dire combien de temps je suis restée ainsi, à observer le vide, avant que celui-ci ne fasse un geste et que mon corps revienne à lui. Les mains de la silhouette s'abaissèrent, et elle tendit sa main gauche à mon attention, comme pour m'inviter à la saisir. Clignant des yeux frénétiquement, et fermant ma bouche restée grande ouverte d'étonnement, je me retourne pour observer la salle. Vide, entièrement vide. Comment se fait-ce ? Comment me suis-je retrouvée devant la scène ? Reportant mon attention sur l'acteur m'observant à l'ascendant, celui-ci insista sans un mot en étirant ses doigts vers moi. Je ne sus rien dire, et je tendis à mon tour une main, acceptant l'invitation à cette danse étrange. Mes doigts pressant à peine les siens, les ténèbres envahirent la salle, dévorant les rares lumières, et j'eus l'horrible impression de me dissoudre dans l'espace-temps.
alors que tout autour de moi, 1000 mondes se dessinaient, en superposition, les uns sur les autres. Et entre ces mondes, j'observais le vide intersidéral peuplé de millions d'étoiles. En cet instant, je savais que nous n'étions pas seuls. Je savais que par-delà les frontières illusoires de nos télescopes, la vie existait ailleurs. Et c'est terrifiant. Au bout d'un certain temps, qui me sembla être des millions d'années, les frénétiques images m'assaillant devinrent plus lentes, plus calmes. Et peu à peu, ce sont des odeurs de bois frais, de mousse et d'humus qui vinrent m'envelopper. La silhouette avait libéré ma main, et nous voilà dans une contrée brumeuse, où une fine pluie glissait sur les feuilles d'arbres centenaires et noueux, ainsi que sur ma peau échauffée par les émotions. Quant au masque, les gouttes semblaient traverser sa présence, comme s'il n'était pas vraiment là, sur le même plan, alors que l'environnement me semblait plus vrai que nature, et que je me jetais au sol pour toucher la mousse d'un verre surnaturel, j'entendis des rires candides de femmes. Relevant la tête et cherchant la source de ces voix, je découvris des habitantes sylvestres courant entre les pierres grises, jonchant le sol çà et là, et habillant la cascade s'écoulant non loin. Et j'eus la curieuse impression de reconnaître leurs visages et de me souvenir de leurs noms. Ambroisie, Cléia, Coronis, Phaoès, Ésilée et toutes les nymphes d'Hésiade. Ne sachant de nouveau comment réagir, ni comment assimiler ce que je suis en train de vivre, je me relevai difficilement face à ce spectacle et me tournai vers la sombre silhouette qui m'observait subir les limites de ma psyché. Je vais te raconter mon histoire. Je vais te montrer qui je suis véritablement. Je vais restaurer ma réputation. N'aie crainte, je ne te veux aucun mal. Et cette voix dans ma tête, c'en était de nouveau trop. Je touchai mon visage, le pinçai frénétiquement. Haletante, je tombai de nouveau à genoux sur la mousse d'un verre surnaturel. Et des larmes coulèrent contre mes joues sans que je ne puisse m'arrêter de sangloter comme une enfant apeurée. Je me recroquevillai contre moi-même, essayant de chasser ces sons qui ont enfreint les limites de mon esprit. Elle était là, cette voix. Elle était dans ma tête. Elle ne résonnait pas dans l'air de cette forêt enchantée. Elle se mouvait dans mon crâne. Je m'épuisai ainsi un moment. Je n'avais qu'une envie, que mon cœur me lâche pour que cette folie s'arrête. Je fermai les yeux si fort que je m'en fis mal, et à chaque fois que je les rouvrais, la mousse était toujours là, et je sentais toujours la fine bruine s'abattre sur moi. À un moment, je me pinçai jusqu'au sang pour m'assurer que je n'étais pas en train de rêver. Mais non, c'était bien réel. Tout était parfaitement réel, et je délirais dans cette réalité brumeuse qui sentait le bois frais, la mousse et l'humus. Alors, si je suis folle, autant en rire. Alors je ris. Mon visage mimait les masques de comédie, passant du voile funèbre à celui de la folie, successivement, jusqu'au moment où j'osais reposer mon regard sur la silhouette de ténèbres, qui m'observait toujours. On me connaît sous de nombreux noms. Dumuzi, Osiris, Dionysos, Jésus, Lucifer, Astur. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il semble déjà connaître toutes les questions qui me consument de l'intérieur. Nous voici sur Ali, au cœur du système d'Aldébaran, dans la constellation que vous nommez Taureau. Relève-toi, humaine, que nous nous promenions autour du lac, avant que je ne te fasse découvrir mon royaume. Je me relevai de nouveau, lourde de mes vêtements trempés par la pluie, hagarde, et j'entrepris de suivre la silhouette sombre à travers les racines des arbres centenaires, et les roches grises posées çà et là. Je ne dis mot, ayant compris que ceci ne servait à rien. À mesure que nous avancions, les tissus de ténèbres drapant le masque devinrent de plus en plus mordorés. Subtilement, du jaune se mêlait au vide, comme des reflets sur des écailles de serpent. La silhouette aux multiples noms avançait, vaporeuse. Parfois elle se trouvait toute proche de moi, d'autres fois elle me semblait si lointaine que j'avais du mal à la distinguer, créant une angoisse perfide au sein de mon ventre, craintive de la perdre de vue. J'avais autant peur de me retrouver seule que d'être en présence de ces ténèbres étranges.
confuse. En cet instant, je ne savais plus ce que je devais ressentir. Je me sentais vide et pleine à la fois, accablée par une tempête kaléidoscopique, un maelstrom de questionnements qui viennent embrumer le néant qui habite ma carcasse de pauvre mortel. Je n'osais penser quoi que ce soit, par crainte que le masque fasse un commentaire. À cette simple idée, je me sentis un peu honteuse. Il devait certainement connaître tous mes secrets, ceux-là même que personne d'autre que moi connaissait. Peu à peu, la forêt enchantée se dégarnit, la bruine n'était plus, le chant de la cascade s'étut, et les odeurs de bois frais, de mousse et d'humus laissèrent place à quelque chose de plus sec et neutre. Les arbres disparaissaient, et nous arrivâmes au bord d'une falaise. Je dus plisser les yeux face à la vue qui s'offrait à moi. Angoissant et magnifique, un désert de sable beige s'étendait à perte de vue, percé par un immense, non, gigantesque lac noir, aussi noir que le fond de l'univers. Et de ce lac semblaient naître des nuages, qui dans une procession silencieuse s'en allaient pleurer au-dessus de la forêt enchantée. Dans ce ciel d'azur éclatant, ce n'est pas la seule chose qui l'habitait. Si j'ai dû plisser mes yeux face à ce spectacle, c'est car 2 soleils noirs brillaient de leurs 1000 ténèbres dans les cieux. Je ne saurais expliquer comment des soleils aussi sombres puissent donner une si belle lumière. Je te présente le lac de Ali. Et je n'eus pas le temps de rétorquer quoi que ce soit que nous nous retrouvions au bord du lac, où de délicates vagues de nuages se brisaient. Le masque m'invita d'un geste à le suivre, et sans mot dire, j'emboîtai le pas de l'ombre. Alors que nous marchions, j'observais cette noire étendue, et plus je regardais cet abîme, plus j'avais l'impression qu'elle regardait en moi. Il semblait profonde, et avec l'étrange lumière solaire, j'avais l'impression de distinguer des étoiles, une flaque de ciel, un morceau de soie arraché à Nyx. Nous contournions cette étendue, et la silhouette se mit de nouveau à me parler. Aïta, c'est le véritable nom du lac. Mais tout le monde l'a oublié, sauf moi, et toi, désormais humaine. J'eus à peine le temps de formuler l'idée d'une question que la réponse arriva. Il y a fort longtemps, j'avais des temples, et l'on priait mon nom en une Arcadie au nom trop ancien pour être prononcé. D'une certaine façon, je me suis entiché d'un de tes semblables, Aïta. Alors que je me montrais à l'aube en compagnie du soleil, il venait toujours me rendre visite pour demander la protection de ses bêtes. Il était un jeune berger d'une beauté aussi grande que son cœur. Il était mon préféré. Vos semblables ne m'inspiraient guère et souvent me mettaient en colère, tant leur ingratitude envers la nature était gargantuesque. Mais Aïta savait demander le salut pour n'importe quel être vivant, qu'importe qui il soit. Parfois, je voulais déchaîner les eaux sur les villages les plus laids, mais Aïta a su m'en dissuader. J'écoutais avec attention cette histoire, peinte par la mélancolie. Aïta n'a jamais rien demandé pour lui. Ses demandes étaient toujours tournées vers les autres, ses bêtes, son village, ses amis et même ses ennemis. Il marqua une pause et se tourna vers le lac. Nous avions atteint le bord opposé, et je pouvais voir la haute falaise qui laissait deviner quelques arbres enchantés. J'étais Dieu, il était simple homme. J'aurais aimé le voir jeune pour toujours, mais vous, mortels, vieillissez. Je crois que je fus triste en le voyant faner comme une fleur coupée de ses racines. Puis, je fus en colère de ne rien pouvoir y faire, n'en ayant pas le pouvoir. Tiraillé, je l'ai vu s'éteindre, et la dernière fois qu'il est monté me saluer au temple, j'ai accédé à sa toute dernière faveur. Et quelle était-elle ? Je n'aurais jamais accepté pour aucun autre, et je fus surpris de ses prières. Aïta souhaitait résider auprès de moi. Ma joie fut si grande que je n'eus aucune hésitation à accéder à sa demande. Ainsi naquit le lac de Ali. Ainsi mon culte mourut. Et je restai un moment à regarder le lac noir. Maintenant je voyais les étoiles joyeuses scintiller. Certains pensent que le lac est un morceau de mon habit. Mais comment pourrais-je gouverner si j'étais un lac ? Viens, humaine, que je te montre mon royaume. Me sortant de ma contemplation, alors que les soleils jumeaux se meurent sur les rivages du lac, la silhouette m'indiquait l'infini du désert. La peur m'avait abandonnée pour laisser place à une curiosité plus sereine.
J'avançais dans ce désert beige, une mer de sable, où j'avais l'impression que 1000 voix s'élevaient entre les grains qui glissaient, craquaient, fuyaient sous mes pas. Entre les dunes, je sens que l'on m'observe avec curiosité, moi, l'étrangère, venue d'un autre monde. Et je me sens mise à nu, déshabillée, percée à jour. Et je me sens accompagnée dans ce voyage aussi effrayant que fantastique. Face à moi se meurent les jumeaux. Ils s'endorment dans un ciel étrange qui n'a rien à voir avec le néon d'un restaurant asiatique. Ceci n'existant pas ici. J'ai l'impression de déjà oublier mes hauts buildings, mes rues et toutes mes habitudes. Au seuil des mondes, j'ai changé de peau. Et pourtant, je suis la même. J'ai le même visage, les mêmes vêtements, le même cerveau, le même cœur. Et pourtant, j'ai changé. La silhouette et moi avançons ensemble vers nulle part. Et je ne me pose plus la question du temps qui passe, profitant simplement de ce moment suspendu dans l'infinité des espaces. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours couru après le temps. Et pour la première fois, je marche à côté de lui. Après quelques ascensions sableuses, j'entrevis entre les dunes les toits d'une cité blanche, éclatante, malgré la lumière mourante des soleils noirs. Je restais perché ainsi sur la crête d'une colline de sable, à regarder ce qu'il se profilait devant moi. Une ville au milieu du désert, blanche, éclatante, malgré la lumière mourante des soleils noirs. Et derrière moi, un océan de sable et de souvenirs. L'ombre était désormais loin devant moi, plusieurs dunes en avant. Elle m'observait, je l'observais, et je dévalais la pente à toute vitesse, et elle dévalait la pente à toute vitesse. Nous allions nous rencontrer, et d'un coup je me retrouvais devant les portes de la cité, à côté de l'ombre. Bienvenue dans mon royaume, bienvenue à Carcosa. Et les portes monumentales de bois sombre qui étaient plantées devant moi s'ouvrirent dans un bruit lourd et lent. Nous parcourions les rues et ruelles du royaume de l'ombre. Et j'avais l'impression d'avoir déjà vagabondé ici. J'avais l'impression d'avoir déjà croisé cette gargouille, d'avoir déjà exploré ce labyrinthe de marbre blanc, à peine parcouru par quelques veines noires. J'ai beaucoup rêvé de cités merveilleuses, au point, à une époque, d'en avoir établi une cartographie. Elles avaient toutes leurs particularités, leur sensorialité, leurs couleurs propres. Et sans en connaître les noms, je savais au réveil dire dans quelle ville je m'étais promenée dans mon sommeil. Je suis allée à celle qui ressemble à une île grecque, je suis allée à celle qui a un port glauque et poisseux, et désormais, je peux dire que je suis allée à celle qui se nomme Carcosa. J'ai déjà exploré Carcosa dans mes rêves, une cité vide, merveilleusement belle, d'un blanc presque immaculé peuplé de gargouilles et de riches ornements de style gothique. Carcosa, c'est une cité vide, silencieuse. Même les vents se taisent ici. Carcosa, c'est une cité vide, et pourtant j'ai l'impression d'être observée, que quelque chose me suit. Et j'ai beau me retourner, il n'y a rien d'autre que du marbre blanc, à peine parcouru par quelques veines noires. Parfois j'ai l'impression qu'une gargouille bougera si je la regarde trop longtemps, mais rien ne se passe. J'ai déjà exploré Carcosa dans mes rêves. Je connais les rues. J'ai déjà exploré Carcosa dans mes rêves, et dans l'un d'eux, je l'ai vu grouiller de vie. J'ai rencontré des femmes au lavoir, j'ai rendu visite à une boutiquière ésotérique, j'ai vu l'une des places autour d'un puits animée par des discussions. J'ai déjà exploré Carcosa dans mes rêves. Je connais les rues. J'ai déjà exploré Carcosa dans mes rêves, et dans l'un d'eux, j'ai connu sa déchéance. J'ai dû courir, me cacher, et alors que la terreur accablant la cité s'apaisait, j'ai rencontré des survivants qui se cachaient et ne voulaient surtout pas quitter Carcosa. Dans ce rêve, je n'ai jamais su pourquoi ces gens étaient si attachés à la ville, au point que malgré l'horreur, ils ne voulaient pas la quitter. Carcosa est une cité en ruine que j'ai déjà explorée dans mes rêves, et me voilà aux portes du château de ce royaume de marbre blanc, à peine parcouru par quelques veines noires. Les grandes portes s'ouvrirent sur l'ombre qui m'attendait juste derrière. Silencieusement, elle m'invita à m'avancer, et alors que je traversais ce nouveau seuil,
je découvris un intérieur tout aussi blanc que le reste de la ville. Tout était de marbre, absolument tout. J'avais l'impression d'entrer au sein d'une sculpture et que tout était taillé dans un seul et unique bloc monolithique de marbre clair. L'ameublement, les décorations et même les fleurs, des pensées et des roses, étaient de même facture. Le tableau qui se peignait sous mes yeux me troubla et m'émerveilla à la fois, me forçant à deviner les limites de tous les objets que j'observais. Même le grand tapis au centre de l'entrée était fait de ce même marbre. Au bout d'un moment, je me demandais où était passé mon hôte, ne le trouvant plus présent auprès de moi. Mais je n'eus pas longtemps à le chercher car un « Par ici » se matérialisa dans mon esprit. La sensation m'était toujours aussi désagréable, mais je m'en accommodais, n'ayant guère le choix. Je traversai quelques couloirs, suivant un fil invisible me guidant vers nulle part. Dans un tel lieu, au sein du labyrinthe castral, je m'attendais à découvrir des portraits accrochés au mur, çà et là, mais il n'en fut rien. Je traversai des couloirs d'un blanc presque immaculé, sans relief, sans aspérité, aseptisé. Une esthétique bien différente de l'entrée mimant la richesse des châteaux anciens de mon monde. Alors que je crus me perdre, j'atteignis une porte. Elle était différente de toutes les autres portes. Cette fois-ci, elle n'était pas taillée dans le marbre, mais forgée dans un métal doré, qui ne semblait pas pour autant être de l'or. Contrairement à tout ce que je venais de voir, elle était délicatement ouvragée, comme gravée à l'eau forte. Même en prenant un peu de recul pour l'observer, les gravures complexes que je voyais ne ressemblaient à rien que je n'ai vu auparavant. C'était très fin et abstrait. Je me demandais si ce n'était pas une carte. Celle de Ali, de la région, de la ville, ou bien même une carte du ciel. Je ne saurais dire. Contrairement à toutes les autres portes, celle-ci ne s'ouvrit pas seule et je dus la pousser par moi-même. J'étais si craintive de déposer mes mains de mortel sur ce si bel ouvrage que j'hésitai un instant. Elle était terriblement lourde, et dans un grincement qui fit trembler tous mes os, elle m'offrit à voir un tout nouveau spectacle. J'entrai dans la salle du trône et j'eus l'impression d'être dans un conte merveilleux. La pièce, immense, était entièrement faite non pas de marbre comme auparavant, mais de ce métal doré dont était faite la porte. Le sol était rempli des lignes et des glyphes que je vis plus tôt, et ils semblaient tous se suivre, parcourant les murs et même le plafond. Attention à ne pas bousculer ton univers. M'intima l'ombre qui était assise sur un trône de la même matière dorée qui tapissait l'environnement. Elle m'attendait, nonchalante dans un trône immense, la tête posée dans sa main accoudée sur le métal. Le masque blême avait toujours la même expression, et la seule chose changeante à son portrait était la couronne dorée désormais posée sur sa tête, sur le drapé de son voile funèbre. Mon univers, c'était lui qui l'avait bousculé. Ce n'est pas de celui-ci dont je parle, mais de ceux qui dansent ici. M'interrompit-il en montrant d'une main molle les petites choses qui ressemblaient à des moutons de poussière lévitant dans l'air. Ce sont les univers de tous les espaces-temps. Mais ne t'inquiète pas, tu ne leur feras rien en les traversant. Absolument fasciné, je me rapprochai d'un petit amas, et en plissant les yeux, je devinais des galaxies. Des centaines de milliers de petites galaxies. Et j'eus une sensation très étrange, une sorte de vertige, me rendant soudainement compte que l'existence, la vie, était éphémère et terriblement rare et précieuse. Tout me sembla vide et plein de sens. Tout m'avait l'air si insignifiant et si important à la fois. J'aurais pu m'évanouir, mais quelque chose de plus fort que moi m'en empêcha. Et je me demandais où j'étais, et prise par de nouvelles angoisses. Où étais-je ? Quelle était cette ville ? Pourquoi était-elle si silencieuse ? J'aurais préféré, comme d'autres de mes semblables, haïr ou au moins m'indifférer de vos substances humanoïdes. Mais pour une raison qui m'échappe, la malédiction qui m'accabla fut celle de l'amour. Je ne pus m'empêcher de la quêter et de la ressentir. Il était aussi douloureux que merveilleux. Mais je crois que vous, humains, savez mieux que quiconque ce que cela provoque. Quelque part, dans nos intérieurs, en un espace liminal. Parfois, ce sont des papillons qui logent dans nos carcasses, puis une autre fois, ce sont des volcans qui explosent, des ronces qui nous griffent, des tsunamis qui nous noient. C'est aussi beau et violent que deux galaxies qui se rencontrent. Doucement, je m'étais rapprochée du trône pour m'asseoir sur la première marche. Je regardais le masque blême et écoutais son histoire.
Quand Aïta devint un lac, je devins mélancolique, ayant perdu un être très cher à mon existence. Mais j'étais heureux de pouvoir lui rendre honneur chaque jour que les deux soleils se levaient. Cela ne compensait en rien la perte, mais elle fut plus simple à accepter. M'ennuyant de son absence, je ne m'intéressais plus à vos semblables. De toute façon, il commençait à m'oublier, ingrat que vous êtes. Je le sentis s'agacer, mais il se reprit. Le temps passait, je voyais des mondes mourir, renaître, disparaître, et alors que je ne m'attendais à rien, je découvris Cassilda. Une charmante créature qui ralluma quelque chose en moi. Mais le même problème insoluble qu'avec Aïta se présenta. J'étais Dieu, elle était mortelle. C'était il y a des éons, et dans une quête aveuglante d'atteindre son cœur, j'ai outrepassé de nombreuses règles. Animé par une passion que je ne m'étais jamais connue auparavant, j'ai altéré des vies humaines, détruit des univers, créé des chimères, construit de dangereuses illusions. Tout cela pour tenter de conquérir l'âme de Cassilda. Il marqua une pause. Il semblait accablé à l'idée de se remémorer ce passé que je ne peux quantifier. Je me levai pour m'asseoir sur l'immense accoudoir qu'il me laissait, et je le regardais. Cette fois-ci, j'étais la présence, sa présence, et dans l'air, de multiples voix se superposaient. Lorsque depuis quelque chose la nature c'est un roi que sans preuve servi. Enfin, je suis le roi de prendre Nestor. Je suis presque terrifié quand je pense à ce que j'ai trouvé. C'était tellement simple. Aurais-tu vu le roi aussi? Tu as passé trop longtemps. Tu es sur le à partir de maintenant, je ne me lève plus. Je te le promets. Bon, mais cruel pour les étrangers. Non, Philippe, j'ai peur. Les pensées ne pas cher. Livrez les financiers avec, et surtout. Elle venait de partout, Assez. ordonna l'ombre en levant sa main, avant de reprendre sa position initiale. Parce que j'ai désobéi, on me maudit une seconde fois. J'ai vu Cassilda aimer bien d'autres hommes et femmes. Je la vis mourir des centaines de fois, et à chaque fois qu'elle revenait, je me brisais. J'ai tenté de me l'approprier en me glissant dans des poses humaines, mais on me la refusa à chaque fois. Ces autres n'étaient pas à la hauteur. Elle était parfaite. Elle était digne d'être auprès de moi, de devenir reine. Puis un jour, ce fut la fois de trop. Elle rencontra un jeune homme, pas tout à fait comme les autres, et qui sut me toucher moi également. Je compris ce jour-là que cette union serait impossible, et parce que je l'aimais, je la laissai partir avec ce mortel si banal qu'il en devint spécial. Il n'avait cédé à aucune de mes tentations, contrairement aux autres. Il me fit penser à Aïta. Je savais, intimement, que cette histoire n'était pas terminée. Plus cruelle que la mort, la savoir vivante et auprès d'un autre, bien que je susse que ce fut pour le mieux, me dévasta. Ma tristesse fut telle qu'elle détruisit mon royaume, moi qui étais un roi adoré de mon peuple. J'avais anéanti mes sujets en laissant mes monstres encagés détruire tout ce que j'avais construit. Babylone s'est effondrée. Mes rêves n'étaient pas de simples rêves. Me voilà seul sur Ali, seul avec mes remords, hanté par le passé. Et je suis si ancien, si fatigué. Je n'osais pas poser une main sur cet être qui semblait être ici et ailleurs à la fois. Mais mon cœur le criait. Il me semblait terriblement humain en cet instant. L'instant suivant, je me trouvais debout, au pied des marches du trône. L'ombre se tenait bien droite et désigna ma gorge. Baissant les yeux, je vis pendre sur ma poitrine un tout petit médaillon de la taille d'une obole, dans la même matière dorée que le trône, avec dessus gravé un étrange symbole. En mon nom d'Astur, le roi en jaune, le roi Pan, gouverneur de Carcossa, l'indicible, le seigneur des espaces interstellaires et grand prince des anciens, mortelle, désormais porteuse du signe jaune, je te désigne comme ma digne héritière. Le médaillon toujours dans la main, dans le creux de ma paume, mes yeux s'écarquillèrent à la suite des titres, parce que devant moi se produisait l'impossible. Le masque blême se fissura étrangement, d'une manière que la physique que je connais ne pourrait décrire. Et de tous les interstices, tentaculaires, des visages terrifiants que nul mot ne pourrait décrire sans extrayer. Et je me mis à hurler de terreur.
J'entendais des applaudissements. Je sentis qu'on me secouait, et doucement je m'éveillai. Je me suis endormie. C'était juste un rêve. Mince, j'ai raté toute la pièce. J'ouvre difficilement les yeux, ayant visiblement endormi profondément. La salle s'éclairait doucement. Les gens autour de moi commençaient à s'agiter. As-tu aimé ? La voix venait du côté où l'on me toucha pour me réveiller. Et j'hurlai de nouveau en découvrant le masque blême. Où suis-je ? Encore un rêve ? Oui, un simple rêve. Plutôt devrais-je dire cauchemar. Je suis trempée, j'ai l'impression de suffoquer, de subir l'ivresse alors que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. J'ai du mal à me situer dans l'espace, à savoir où je me trouve. Là où aucun tissu ne touche ma peau, je sens quelque chose de doux et réconfortant contre celle-ci. Du velours. Je peine à ouvrir mes yeux, et j'ai l'impression que mon corps hurle lorsque je me mets sur mes coudes. Je dois plisser les yeux pour ne pas être ébloui par la lumière. Alors, je suis dans mon salon, en plein jour, et l'astre diurne va s'éteindre doucement derrière la cime des arbres. Me redressant pour m'asseoir sur le bord du canapé vert où je m'étais endormie, je décolle de ma peau ce haut trempé par la sueur. Ce rêve, il avait l'air si vrai. Je crois me souvenir de l'air frais de la nuit et de l'odeur merveilleuse de la forêt enchantée. Et puis il y avait la chaleur de 2 soleils noirs. Et le théâtre, j'ai vu le théâtre, j'en suis certaine. Il y avait Aristophane, Athéna, et puis les nymphes d'Hésiade, sans oublier la silhouette de ténèbres qui se présenta sous divers noms. Et je me souviens du dernier, Astur. Ou alors était-ce autre chose ? Ma mémoire semble déjà me faire défaut. Tout avait l'air si vrai. Et cette ville, Carcossa, où se trouve-t-elle déjà ? J'ai du mal à me souvenir. Tout est si confus. Alors tout ceci n'était qu'un rêve ? Un simple rêve diurne ? Ceux que je déteste le plus tant ils ont l'air plus réels que ceux qui s'installent au cœur de la nuit. Ils sont cruels, beaux et cruels. Et ce médaillon contre ma poitrine, je le pris dans mes mains pour mieux l'observer. Celui-ci ressemble à une obole dionysiaque, et quelque chose est gravé dans ce qui me semble être de l'électrum. Une sensation étrange émergea en moi à la vue du symbole, sans que je n'arrive à expliquer d'où elle vienne. J'avais peur et à la fois, je ne sais pas, j'avais l'impression de tout comprendre sans pouvoir l'exprimer. Je sais que je sais, mais un sot scelle ce qui me semble être des souvenirs. L'objet ayant piqué ma curiosité, je saisis mon téléphone posé sur la table de salon et entrepris quelques rapides recherches. Obole, Dionysos, Electrum. Mais cela ne donna rien de concret. Aucun symbole similaire à celui gravé sur l'une des faces de la piécette perchée autour de mon cou. Cependant, je découvris quelques menues informations autour de l'électrum. Dans mon rêve, je me souviens d'un trône forgé dans cette matière. Et cet alliage d'or et d'argent serait mentionné dans le livre d'Ézéchiel, pour décrire l'apparence de Dieu et de son trône. Aurais-je rencontré Dieu et visité son royaume ? Cette idée me fait rire tout en me donnant le vertige. En continuant mes explorations sur Internet, avec d'autres mots-clés, je découvris d'autres secrets. Astur serait un dieu bénéfique d'une contrée qui ne porte pas de nom, dans la nouvelle allégorique d'Ambrose Bierce, Aita the Shepherd, de 1891. C'est la première fois que ce nom serait apparu. Par la suite, Robert Chambers reprend ce terme pour le nom d'un personnage, d'un astre et d'un lieu dans son recueil de nouvelles fantastiques, The King in Yellow, de 1895. On ne saurait pas vraiment dire ce qu'Astur désigne. Plusieurs dizaines d'années plus tard, c'est au tour de l'auteur américain Howard Phillips Lovecraft d'user de ce nom. Admirant certains récits du roi en jaune découverts en 1927, il voulut rendre hommage à Chambers en citant le nom d'Astur de façon tout à fait obscure dans un de ses récits, The Whisperer in Darkness, de 1931. Et ce n'est pas terminé. Un proche de ce dernier auteur, Auguste Derlet, va plus loin et imagine une monstrueuse créature extraterrestre dénommée Astur l'Indicible, qu'il rattachera au mythe de Cthulhu dans sa nouvelle The Return of Astur, de 1939. Il présente Astur comme un grand ancien tentaculaire, malveillant élémentaire d'air et maître des monstrueux oiseaux byakis.
Il serait endormi dans le lac de Ali, une grande étendue d'eau noire près de la cité de Carcosa, établie sur une planète du système d'Aldébaran. Il serait d'ailleurs le demi-frère d'un autre grand ancien, Toulou. Astur aura particulièrement marqué Auguste Derlet, car il emploiera ce nom très souvent tout au long de sa carrière. Astur a un usage omniprésent chez de nombreux auteurs, et sa présence semble se démocratiser dans la littérature, mais pas seulement, montrant une importance majeure que nous ne pouvons véritablement saisir, même pas ceux qui osent citer ce nom. Il est le visiteur venu des étoiles, mais pas seulement. Il est également Astré, celui qui n'est pas nommé, Kaiwan, Assatur, le festoyant d'Afar, Zukulakot, Fenrik, celui des profondeurs, et bien plus encore. Il a tant d'identités qu'il est forcément supposé quelque part, sans qu'on ne le remarque vraiment. Il a de multiples avatars. Son nom semble être complètement popularisé grâce au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, mais aussi dans Donjons et Dragons, où Astur est décrit comme un ancien dieu qui déteste le son de son propre nom. Voyant que ma recherche devenait de plus en plus sérieuse et complexe, j'entrepris d'aller m'installer devant l'ordinateur, quittant définitivement ce cauchemardesque canapé. Je découvris qu'un certain Lynn Carter tenta de synthétiser en un tout cohérent Le Roi en jaune, dans sa série littéraire Taters of the King, la création symboliste chambersienne et Astur l'indicible, grand ancien tentaculaire du mythe de Cthulhu. Bien d'autres créatifs furent inspirés par ce personnage énigmatique, comme Stephen King, dans La peau sur les os de 1984, Marion Zimmer Bradley, dans La romance de Ténébreuse parue entre 1962 et 1999, un ensemble de romans et de nouvelles décrivant un univers de fiction autour de la planète ténébreuse, où l'un de ses personnages se nomme Régis Astur. Un autre individu du nom de Robert Pierce réunit une grande sélection de textes en 1997 sous le titre The Astur Cycle. Cette sélection se composant d'œuvres d'Ambrose Bierce, Robert Chambers, Howard Phillips Lovecraft, Ramsey Campbell, Auguste Derlet et bien d'autres, recensant les références d'Astur, du Roi en jaune, de Carcosa, du lac d'Ali, de Yugos et de ce fameux signe jaune. Dans Les Seigneurs de Dus de 2002, écrit par Watt Evans Lawrence, le personnage principal est connu comme le Roi en jaune, dont le seul but est de mourir car il est immortel et ennuyé par la vie. Dans la série Good Omen de Terry Pratchett et Neil Gaiman, il prendra les traits d'un duc de l'enfer. Dans la BD Unspeakable Vault of Doom, l'un des personnages récurrents est un être dont les caractéristiques sont inconnues, bien que nous voyions les tentacules germant sous une tunique, qui semble toujours déguisé gauchement comme le roi en jaune, avec un sceptre, une couronne et un masque grimaçant. Personne ne peut prononcer son nom complet, sous peine d'être tué. Dans le jeu vidéo pour PlayStation Persona 2 Eternal Punishment, Astur est l'un des personnages utilisés par le joueur. Astur est également l'ennemi principal dans les jeux vidéo Sega Genesis, intitulés Ernest Evans et El Viento. Dans les deux jeux, Astur est une divinité du mal vénérée par des disciples fous, dont le but est de détruire New York City. Le soleil a bien décliné une fois que je relève le nez de mon écran, m'étant perdu sur des forums obscurs. Toutes ces informations me font douter de la réalité. Cela semble être un personnage fictif, rien de plus, rien de moi, et pourtant, pourquoi ai-je cette obole étrange autour du cou ? Quel masque me donneras-tu ? Qui est là ?